Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire Construire sa démarche ESG, comment l'IA peut aider les entreprises. Je suis Fabien Herel, je suis chef de produit au sein de l'entreprise Ascend. Ascend est un éditeur de logiciels. Nous développons la plateforme Harnest, qui est un outil de pilotage et de reporting ESG multiréférentiel. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Ahmad Bidawi, qui est business analyst chez Ascend, et nous avons le plaisir de co-animer ce webinaire avec la société Vigo, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc moi je suis Clémence Graille, je suis consultante CSRD chez Vigo et je suis accompagnée par Nicolas Declercq qui est responsable produit NoAXP, donc qui est un outil qu'on va vous présenter aujourd'hui. Vigo, c'est une entreprise de conseil en pilotage de projet et accompagnement en transformation digitale. Donc on travaille avec les directions achat, finance, ESG, durabilité et SI pour transformer ces fonctions qui sont dites support en véritables business partners. Donc, on combine des expertises métiers avec un socle d'expertise transversale qui sont clés pour mener à bien les projets. Donc, l'objectif aujourd'hui, ça va être de voir comment on peut construire sa démarche ESG ou démarche de durabilité et surtout comment on peut utiliser l'IA pour nous aider à différentes étapes de cette démarche. Donc, je vais vous présenter déjà de façon assez macro l'approche qu'on adopte nous chez Vigo. Déjà, on commence par une analyse sectorielle, donc pour voir un petit peu où on se situe en termes d'enjeux de durabilité par rapport aux entreprises de son secteur. On va ensuite mobiliser ces parties prenantes pour affiner cette analyse, commencer à identifier ses propres enjeux. On va ensuite évaluer, donc estimer le niveau de risque, d'impact ou d'opportunité qui sont associés à chacun de ces enjeux. Ensuite, sur les principaux enjeux, on va construire un plan d'action donc pour maîtriser l'impact et le risque qui y sont associés. Enfin, on n'oublie pas de mesurer sa progression régulièrement grâce à des indicateurs adaptés. Vous, de votre côté, est-ce que vous rencontrez des difficultés déjà particulières sur ces sujets? On vous invite à répondre au sondage qu'on lance maintenant. Vous y avez accès normalement sur la gauche de votre écran dans l'onglet sondage. Je vais vous laisser quelques instants pour répondre. On voit qu'on a les premiers résultats. Donc, plusieurs réponses possibles là-dessus. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Je vous laisse encore. Je ne sais pas si tout le monde a bien accès à cet onglet. Donc, sur la gauche, vous avez normalement un petit volet sondage. Je pense que on a déjà donc quelques résultats. Donc les principales difficultés que vous rencontrez aujourd'hui dans vos entreprises pour construire votre démarche ESG, ça va être autour de la collecte des données, de la complexité du cadre réglementaire. Donc ça tombe bien parce que pendant cette heure qu'on va passer ensemble, on va pouvoir vous montrer comment des outils d'IA peuvent vous aider et vous faciliter les choses avec des démonstrations concrètes d'outils pour vous appuyer dans cette démarche. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de la partie analyse sectorielle que j'évoquais tout à l'heure. Donc, l'objectif de cette étape, comme on l'a dit, c'est de pré-identifier les grands enjeux ESG dans votre secteur. Donc, pour cela, vous pouvez réaliser une veille pour avoir une idée de comment vos concurrents gèrent ces enjeux. Par exemple, si vous travaillez dans l'agroalimentaire, vous pouvez vous inspirer des rapports de durabilité de grandes entreprises de ce secteur pour vous faire une idée générale des enjeux typiquement rencontrés dans l'agroalimentaire. C'est une étape qui est importante quand on ne sait pas trop par où commencer, mais c'est un processus qui peut être assez long pour collecter et consolider les informations à la main. Il y a énormément de données qui sont disponibles sur Internet, qu'elles soient réglementaires, publiées par les entreprises dans leur rapport de durabilité, directement sur leur site Internet. Donc on peut vite se retrouver noyé sous l'information, avoir du mal à faire le tri et à en tirer l'essentiel. C'est le type de tâche où l'IA est performante, parce qu'elle peut vous permettre de réaliser cette veille déjà plus rapidement, mais aussi de façon automatisée. Par exemple, on peut imaginer une veille réglementaire automatisée avec ce qu'on appelle des web crawlers qui vont surveiller des bases de données légales, qui vont créer un système d'alerte personnalisé, par exemple quand il y a une mise à jour sur la réglementation. Et ensuite, des modèles de langage naturel, donc toujours
d'intelligence artificielle qui vont résumer les textes réglementaires pertinents pour vous aider à les comprendre, à en tirer l'essentiel. On peut penser aussi à une veille concurrentielle intelligente, donc une analyse automatisée augmentée à l'IA de rapports de durabilité avec extraction de KPI par text mining, construction de matrices de comparaison, voilà, pour vous permettre un petit peu de vous situer par rapport à vos concurrents. Donc, quelques chiffres pour vous illustrer ce que je vous disais. Donc, selon Lucanet et Bark, la multiplicité des sources de données fait partie des principales sources de difficultés rencontrées par les entreprises. Ça peut faire écho un petit peu au sondage, comme on l'a vu. Donc, c'est un point qui est de plus en plus critique, puisqu'on voit que donc en 2023, 36% des entreprises considéraient qu'il y avait trop de sources de données différentes, et elles sont 42% en 2024. Donc ça, c'est directement lié au cadre réglementaire qui se multiplie ces dernières années, et au sein duquel il est assez difficile de naviguer. Donc, je vais laisser Fabien et Ahmad vous montrer comment l'IA peut vous aider à y voir plus clair dans cet écosystème réglementaire. Oui, merci beaucoup, Clémence. Donc, effectivement, comme tu viens de l'expliquer, cette étape, l'élément clé, ça va être d'identifier les enjeux de durabilité à traiter par l'entreprise dans le cadre de cette démarche ESG. Alors, pour donner une idée du volume dont on parle, de ce nombre d'enjeux de durabilité, il suffit de regarder donc le SRS 1 dans lequel l'EFRAG a mis en avant 90 sujets, sous-sujets, sous-sous-sujets, bref, 90 enjeux de durabilité potentiels que l'entreprise peut considérer. Et donc, face à ce volume-là, deux problèmes que l'on voit fréquemment. Celui du syndrome de la page blanche, où on va plutôt être dans une logique de par où on démarre, je ne sais pas très bien par quel sujet commencer, et il va y avoir une certaine inertie au démarrage de la démarche. Et puis le problème inverse, qui est souvent d'ailleurs la conséquence du premier, qui est qu'on va dire, bah, pour ne rien oublier, on va prendre l'ensemble des possibilités et on va les amener tout au long des différentes étapes de la démarche. Mais ça, on le sait, ça va être chronophage, ça va être coûteux, puisque à chaque fois, ça implique d'interroger les parties prenantes dessus, d'identifier des impacts, des risques, des opportunités dessus, etc. Et ça nous amène à un processus qui est relativement inefficace. Et comme tu le disais, c'est vraiment un espace où l'IA a un rôle à jouer, notamment pour éduquer un premier niveau de filtrage de ces sujets et pour pouvoir ensuite concentrer le reste de la démarche sur un nombre plus restreint d'enjeux, mais qui seront tout de suite plus pertinents à considérer par l'entreprise. Donc la façon dont nous adressons cela au sein d'Arnès, c'est qu'on a créé grâce à l'IA une bibliothèque d'éléments de matérialité. Et en gros, on a utilisé l'IA pour ce qu'elle sait faire vraiment très bien, à savoir analyser des gros volumes de données, les classifier, les catégoriser et les résumer. Comment ça fonctionne? Donc nous, on a dit à notre IA de considérer un certain nombre de sources d'informations, que ce soit des blogs ou des sites web de journaux, d'ONG, du contenu académique ou scientifique, des textes officiels et bien sûr des rapports de durabilité existants. Et on lui a demandé de catégoriser l'information par rapport au secteur industriel. Donc nous, on s'est basé sur la classification dite NAS, et plus spécifiquement, on a demandé à notre IA de travailler au niveau le plus fin, qui identifie l'ensemble du panel industriel sous la forme de un peu plus de 600 différentes catégories. Et pour chacun de ces codes NAS, on lui a du coup demandé d'identifier quelles seraient des parties prenantes pertinentes pour le secteur industriel. Donc, parties prenantes, ça implique soit des parties prenantes à considérer comme impactées par l'activité de l'entreprise ou comme utilisatrices de l'information. On lui a demandé de sortir des chaînes de valeur, on va dire, clés ou standards pour chacun des codes NAS. Par expérience, les entreprises, c'est une notion, chaîne de valeur qu'elles ne maîtrisent qu'en général partiellement. Ils ont une bonne compréhension, du rang 1 de fournisseur, donc la chaîne amont. C'est plus compliqué plus loin dans la chaîne, et la chaîne aval est pas toujours bien considérée. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour l'entreprise, notamment lorsqu'elle souhaite élargir le périmètre des éléments pris en compte. Et puis enfin, à notre IA, on lui a demandé d'établir une liste d'enjeux et en partant de ces 90 enjeux de durabilité de l'EFRAG, d'établir une liste. En général, on est entre 25 et 30 enjeux de durabilité qui sont les plus pertinents pour un secteur de données sur la base des sources dont je vous ai parlé. Je vais laisser Ahmad vous montrer comment cette bibliothèque fonctionne dans Harvest.
Merci Fabien. Et peut-être juste avant de parler de l'IA, je pense que la première étape et l'étape la plus importante à faire pour débuter une démarche ESG, c'est de bien cartographier le périmètre de l'entreprise, que ce soit simplement par le code NAS et son appartenance à un secteur industriel, les filiales, les sites, mais aussi pour les entreprises qui ont plusieurs lignes d'activité, on les encourage à bien le préciser dans Harnest avec le code NAS respectif. Pareil, selon le niveau de la maturité, de la durabilité de l'entreprise, elles peuvent considérer des éléments de la chaîne de valeur ou l'ensemble. Je pense que vraiment, c'est une opportunité pour l'entreprise, pour la RSE de l'entreprise, de voir un périmètre commun. Et là, par exemple, il y a quelques semaines, on travaillait avec un client français dont la plupart de ses activités est en France, mais aussi dans quelques pays européens. Ils se sont rendus compte, en faisant le travail de contexte sur Ernest, qu'il y avait un bureau de sourcing en Chine qu'ils n'avaient pas nécessairement considéré dans leur ancienne démarche politique ou action. Ce qui était intéressant, c'est que ce code NAS de ce bureau en Chine est différent de l'activité principale de l'entreprise, ce qui a entraîné différents sujets, différentes questions de durabilité que l'entreprise ne s'était pas encore posées. Comme vous l'avez compris, on insiste beaucoup sur cette notion de code NAS parce que c'est la clé d'entrée pour notre bibliothèque sectorielle. Comme Fabien l'a expliqué, cette bibliothèque aide les entreprises qui débutent à éviter le syndrome de la faille blanche, mais aussi pour les entreprises qui sont assez matures à venir s'interroger et valider, complémenter les éléments de la chaîne de valeur, des parties prenantes, mais aussi, et le plus important peut-être, c'est cette liste d'enjeux dont Fabien vous a parlé. En s'interrogeant à cette liste, peut-être l'entreprise va, en quelques clics, sélectionner des enjeux qu'elle n'avait pas encore considérés et en quelques clics, elle peut l'importer dans sa liste d'enjeux officiels. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que chaque enjeu dans Harnest a des traductions métiers du thème générique, donc par exemple déchets, en ce qu'on appelle, nous, des incidences, qui sont vraiment la traduction métier de ce sujet. Les incidences sont scorées selon des paramètres précis par l'entreprise qui peuvent après être rattachés à des impacts, risques et opportunités. Le but ici d'Harnest, c'est qu'il structure, guide et fait gagner du temps, notamment à travers la bibliothèque, mais aussi il permet d'avoir une liste d'enjeux éduqués de 20, 25, pas de souci sur le nombre. Cette liste d'enjeux éduqués sera la base et peut-être le début de la démarche à faire avec les parties prenantes, qui sera le deuxième sujet de ce webinaire avec Clémence. Merci Ahmad. Donc effectivement, une fois qu'on a obtenu cette liste d'enjeux sectoriels, donc finalement assez générique, on va pouvoir mobiliser ces parties prenantes internes et externes pour les affiner en fonction des spécificités de sa structure. Donc les parties prenantes, c'est tous les acteurs qui sont impliqués directement ou indirectement dans votre entreprise. Donc il y a évidemment vos collaborateurs. Là, ça peut être intéressant de distinguer les différents niveaux hiérarchiques, car les enjeux vont être finalement différents pour un exécutant ou pour un membre de la direction. En externe, il y a tous vos fournisseurs, vos clients, vos partenaires, mais aussi les investisseurs, les régulateurs. Donc l'objectif de cette étape, c'est d'interroger tout cet écosystème d'acteurs pour avoir une vue à 360 sur votre entreprise et établir une liste d'enjeux plus personnalisée. Ça vous permet aussi d'identifier les enjeux prioritaires pour chaque catégorie de parties prenantes. Et ça, ce sera utile pour choisir sur lesquels vous voulez agir en priorité en fonction de votre stratégie auprès de ces parties prenantes. Donc l'IA, elle peut vous aider sur cette étape. Parce que donc, les méthodes qu'on utilise habituellement pour interroger ces parties prenantes, elles ont leurs limites. Donc, d'une part, il y a des formulaires que vous utilisez probablement pour aller récolter beaucoup de données auprès de nombreuses parties prenantes, qui sont très efficaces sur des questions fermées, mais qui ne permettent pas d'établir un dialogue avec ces parties prenantes. Et si on mène des entretiens, encore une fois, avec ces parties prenantes, c'est quelque chose qui est très chronophage et qui, en plus, nécessite d'être tous disponibles en même temps. Donc, c'est assez difficile d'en mener beaucoup. À titre d'exemple, selon l'entreprise Engagement Revue, les entreprises consacrent en moyenne 180 à 360 heures par an à leurs parties prenantes. Donc, dans ce temps, on inclut la partie interrogation des parties prenantes, mais aussi les ateliers avec elles pour réfléchir à
à des plans d'action ensemble et l'ensemble des échanges qui en découlent pour le suivi de ces plans d'action. Donc au total, ça représente quand même une dizaine de semaines par an pour les plus grandes entreprises. Donc c'est un investissement qui n'est pas négligeable. Et l'utilisation de l'IA ici pourrait faire économiser jusqu'à 70% de ce temps, rien qu'en réalisant des retranscriptions automatiques des entretiens, par exemple. Pour aller un peu plus loin sur cette économie et ce qui est possible de faire avec l'IA, Nicolas va vous présenter un outil, NoAXP, qui permet donc de dialoguer avec ses parties prenantes plus facilement, sous forme d'un agent conversationnel que vous allez paramétrer pour les interroger. Donc ça ne remplacera pas des entretiens individuels, mais ça permet de gagner du temps en mobilisant davantage de parties prenantes en complément des entretiens. Merci Clémence. Donc je vais prendre la main pour vous présenter et vous faire une démonstration rapide de notre outil NoAXP. Donc comme l'a dit Clémence, c'est un outil qui est conçu pour faciliter la collecte d'informations. Et puis on a pu voir du coup dans le sondage qu'on a lancé au début que c'était un enjeu, la collecte de données partagée par pas mal de personnes. Donc, je vais immédiatement rentrer dans l'outil pour vous montrer ce qu'il est capable de faire concrètement. Donc ici, on a créé un projet qui va permettre d'interroger les parties prenantes ESG. Et donc, quand j'accède à ce projet-là, en fait, je vais pouvoir avoir accès à un assistant conversationnel que j'ai paramétré pour qu'il puisse aller interroger les parties prenantes directement et à qui on a donné l'objectif d'aller chercher un certain nombre d'informations. Donc, le paramétrage est très simple, hein. Vous allez simplement dire à l'assistant ce que vous souhaitez qu'il aille chercher comme information. Donc là, c'est demander à l'utilisateur interrogé de lister les enjeux qu'il identifie sur les enjeux ESG et également dire pour chaque enjeu, j'aimerais bien avoir une description, le niveau d'importance pour la partie prenante et pourquoi cette partie prenante pense que cet enjeu est important. Donc, j'ai paramétré de cette manière-là l'assistant et derrière, lorsqu'un utilisateur ou une personne, une partie prenante qu'on va inviter à répondre à cet assistant accédera à l'assistant, donc il aura une interface qui ressemble à celle-ci, avec un assistant intelligent qui va lui poser un certain nombre de questions. Donc la première question, je vais vous faire la démo, hein. Pour commencer, pourriez-vous m'indiquer quel est votre rôle par rapport à l'entreprise Vigo? Je vais le faire à l'oral pour que ça aille le plus vite. Donc moi, je suis salarié Vigo. Hop, voilà, vous voyez, c'est très simple. Donc, l'assistant va enchaîner. Donc, je vais en faire 2-3. Donc, pour mieux comprendre votre perception, est-ce que vous pouvez me lister les principaux enjeux? Donc, moi, en tant que consultant, les enjeux environnementaux sont importants puisqu'on peut être amené à se déplacer souvent, donc à utiliser des moyens de transport qui peuvent potentiellement être consommateurs de ressources. On a également la consommation du matériel informatique que l'on doit essayer de rendre le plus économe possible, puisque voilà, on consomme beaucoup d'énergie, on consomme beaucoup de matériaux rares avec les ordinateurs. Voilà, donc je réponds comme si j'étais une partie prenante, hein, voilà, et vous voyez que la réponse est automatiquement enregistrée. Et surtout, donc, vous voyez que l'assistant derrière, à la différence d'un questionnaire qui est complètement déterminé à l'avance, ici, vous avez un assistant qui va adapter ses questions aux réponses de l'utilisateur. Donc, vraiment simuler ce qu'on ferait si on était nous-mêmes en train d'interviewer quelqu'un. Donc là, je ne vais pas vous faire toute la discussion, ce serait un peu long, mais vous avez sans doute compris un petit peu le principe. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'application, vous allez avoir accès à toutes les interviews qui ont été réalisées de cette façon-là. Donc là, vous voyez toutes les conversations et les interviews qui ont été réalisées. Je peux y avoir accès directement. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir synthétiser l'ensemble de ces interviews en quelques secondes. Donc là, j'ai fait l'exercice. Vous allez avoir une synthèse de l'ensemble des interviews qui ont été réalisées. Et là, j'ai demandé dans la synthèse d'avoir un tableau des risques en me remontant notamment le nombre de conversations qui citaient un certain nombre de risques pour voir mes parties prenantes, elles parlent plutôt de quel sujet. Donc, je vais pouvoir avoir des synthèses qui sont très détaillées comme celle-ci, également des éléments de synthèse beaucoup plus synthétiques, hein. Là, vous voyez, il y a juste une sorte d'executive summary qui est généré automatiquement. Donc voilà, donc
En conclusion, notre application NoAXP, elle va vous aider sur plusieurs aspects. Évidemment, ça ne doit pas remplacer des interviews que vous pourriez faire en présentiel, mais ça doit venir les compléter. Donc, soit en vous permettant d'aller interroger des parties prenantes que vous n'auriez pas pu interroger autrement, par exemple parce qu'elles sont loin géographiquement ou simplement parce que vous n'avez pas le temps de les solliciter. Ça peut aussi permettre de préparer des interviews avec les parties prenantes, c'est-à-dire plutôt que d'arriver en découvrant vraiment tous les enjeux de la personne et en passant le plus clair du temps à lui faire expliquer ça, c'est demander avant l'interview avec la partie prenante de répondre une première fois à l'assistant et ensuite d'aller creuser certains aspects si vous souhaitez approfondir les choses. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer sur NoAXP et du coup, je vais rendre la main à Clémence. Et n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, je serais ravi d'y répondre. Merci Nicolas. Donc, une fois que vous avez identifié vos grands enjeux de durabilité, vos enjeux donc ESG, en vous basant à la fois sur vos recherches, sur ce qui se fait dans votre secteur, ce que font vos concurrents et ce que pensent vos propres parties prenantes, l'étape suivante, ça va être de les évaluer, donc de déterminer le niveau d'impact, de risque, d'opportunité qui est associé. Donc, je vais commencer déjà par bien redéfinir la notion de risque, impact et d'opportunité. Donc, les risques et les opportunités, ça représente l'effet de l'enjeu sur l'entreprise. C'est-à-dire que si on prend par exemple le changement climatique, c'est les effets potentiels positifs ou négatifs du changement climatique sur votre entreprise. Ensuite, on a les impacts, donc sous-entendu les impacts de l'entreprise sur cet enjeu. Pour le changement climatique, par exemple, ça concerne les impacts positifs ou négatifs que pourrait avoir votre entreprise sur le changement climatique. Par exemple, à travers donc l'émission de gaz à effet de serre pour un impact négatif, ou au contraire, la captation de carbone pour un effet positif. Donc là, l'idée de cette étape, ça va être d'évaluer la criticité du risque ou de l'impact et sa probabilité. Donc c'est une étape qui demande une connaissance fine du contexte de votre entreprise et donc qu'on ne peut pas déléguer à l'IA. En fonction du niveau de risque ensuite, du niveau de risque ou du niveau d'impact de chaque enjeu, on peut construire ce qu'on appelle une matrice de matérialité. Vous devez sûrement connaître ce terme, l'avoir déjà entendu, qui vous aide simplement à définir les enjeux les plus importants. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment ça se présente. En ordonnée, donc, on a le niveau d'impact. Donc, on le rappelle, tout ce qui est inside out, les impacts de l'entreprise sur l'extérieur. Et en abscisse, on a le niveau de risque ou d'opportunité, donc les impacts de l'extérieur sur l'entreprise, qui vont se matérialiser en général par des notions financières. Des impacts financiers sur l'entreprise, donc des pertes potentielles ou des gains potentiels. Donc, on va placer tous les enjeux selon ces deux axes en fonction du niveau d'impact ou de risque qu'on a évalué précédemment. Ensuite, la deuxième étape, c'est de définir le seuil à partir duquel on considère que l'impact est matériel, c'est-à-dire important. Donc, on positionne ce seuil de matérialité en fonction du niveau d'impact qu'on considère acceptable sur son environnement et au-delà duquel on considère que l'impact est trop important pour être toléré. Donc, ça implique un arbitrage stratégique qui doit être fait par l'humain, encore une fois. Et donc, une fois qu'on a placé ce seuil, tous les enjeux qui sont au-dessus sont dits matériels pour l'impact. On a le même principe avec l'axe des risques et opportunités. Donc, on choisit un seuil au-delà duquel on considère que le risque est trop important pour être tolérable ou au contraire que l'opportunité est vraiment intéressante. Tous les enjeux qui sont au-dessus de ce seuil sont dits donc financièrement matériels, puisque, comme je disais, les risques et opportunités ils vont se traduire ensuite de façon par un impact financier sur l'entreprise. Donc, grâce à ces deux seuils, on obtient une matrice de double matérialité qui permet de visualiser les enjeux prioritaires sur lesquels on va pouvoir travailler ensuite. Donc, après avoir sélectionné les principaux enjeux sur lesquels vous souhaitiez travailler, la prochaine étape, c'est d'élaborer votre plan d'action pour vous aider donc à maîtriser les risques et les impacts négatifs, exploiter vos opportunités et maximiser vos impacts positifs. Là, l'objectif de cette étape, donc, c'est de vous faire passer de l'analyse à l'engagement vraiment concret. Et donc, pour ça, on commence par définir déjà des objectifs en phase avec les ressources disponibles dans votre entreprise, donc les ressources à la fois humaines et financières. Donc, pour ça, il faut évidemment avoir une bonne connaissance de votre entreprise, de votre contexte. Donc, c'est une tâche qui serait délicate, encore une fois, de déléguer à l'IA.
Ensuite, sur la base de ces objectifs, on va réfléchir donc à des actions qui vous permettent de les atteindre et élaborer du coup ensemble des indicateurs de performance qui vous permettent de mesurer votre progression vis-à-vis de ces actions. Ensuite, c'est nécessaire évidemment d'attribuer des moyens humains et financiers à chaque action pour vous assurer qu'elles vont effectivement être réalisées et élaborer ensuite un plan de charge et chiffrer un petit peu ce plan d'action. Et ensuite, dernière étape, mais pas des moindres, désigner donc des responsables, mettre en place des mécanismes de gouvernance pour faire vivre votre plan d'action et bien ancrer votre démarche dans votre entreprise. Donc, comme on l'a évoqué, c'est une phase qui ne peut pas être déléguée à l'IA, puisqu'elle implique des choix stratégiques, par exemple sur les moyens à allouer, sur les personnes à solliciter, la gouvernance à mettre en place. Et c'est une étape qui est clé pour impliquer vos équipes dans une démarche de conduite du changement. C'est important de les faire participer activement à la construction de ce plan d'action. En revanche, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas le déléguer entièrement à l'IA que vous ne pouvez pas être outillé sur cette étape, même sans IA. Et donc, je vais laisser la parole à Fabien pour vous montrer comment Arnest peut vous aider un petit peu sur ce point. Ouais, et tout de suite, je voudrais mettre l'accent sur le fait que construire le plan d'action, c'est une chose et c'est une première étape, mais le faire vivre, c'en est une autre et c'est encore plus important. Je pense que comme moi, il vous est déjà arrivé de construire, des feuilles Excel avec des jolis plannings de roadmap de choses que vous voulez faire ou créer de magnifiques, to-do list dans des outils comme Trello ou autres. Tout ça pour se rendre compte 2 ou 3 semaines plus tard que vous ne l'aviez pas mise à jour et qu'au final la donnée était devenue complètement, obsolète. Et ici, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut construire ce plan d'action de manière éduquée dans le cadre de la démarche ESG et il faut ensuite mettre en place les bonnes pratiques de manière à le garder à jour et de pouvoir véritablement en tirer profit. Alors pour réaliser ça, pour arriver à ça, moi j'aime bien aller piocher dans les bonnes pratiques du monde de la gestion de projet. Et en particulier, j'utilise souvent l'analogie avec un acronyme célèbre dans le cadre de la gestion de projet, c'est le PDCA. Donc l'idée, c'est de reprendre les éléments dont a parlé Clémence et de le mettre dans une logique de dynamique. Plan, do, check et act. Plan, c'est vraiment le fait donc de prendre ces objectifs qui doivent être absolument mesurables. En général, c'est ce qu'on appelle les cibles dans le monde de la durabilité. Ensuite, par rapport à ces cibles, on va mettre en face les outils pour se donner les moyens de les atteindre. Ça passe par la mise en place de politiques qui établissent un cadre, un certain nombre de règles à appliquer au sein de l'entreprise, mais aussi des actions qui vont prendre la forme plus de projets traditionnels avec un début, une fin, des jalons intermédiaires, des moyens matériels ou humains, donc financiers, et un certain nombre d'acteurs, de parties prenantes qui vont contribuer à la réussite de l'action. Ça, c'est la partie exécution. Mais effectivement, ce qui va être important, et Clémence l'a mentionné, c'est de mettre en place les indicateurs qui vont permettre de mesurer l'efficacité, la performance, typiquement, de ces différentes actions. Là où ça va être intéressant, et on y reviendra tout à l'heure, c'est que ces indicateurs vont faire le lien entre le monde du pilotage de la durabilité et le reporting de durabilité ou reporting ESG, dont on parlera un petit peu plus tard. Puis le acte, c'est celui qui représente la gouvernance. C'est probablement, je dirais, le plus important. C'est celui qui représente cette boucle de renforcement qu'on doit mettre en place de manière très concrète. Ça se matérialise par des comités de pilotage dans lesquels on va, de manière régulière, mensuelle idéalement, regrouper l'ensemble des acteurs du plan d'action, valider que les actions sont dans les temps. Si ce n'est pas le cas, reprioriser et le cas échéant, prendre en compte des éléments nouveaux, de nouveaux impacts, de nouveaux risques pour lesquels il faut mettre en place des actions, que ce soit de prévention, de rémédiation, d'atténuation, qui vont venir les prendre en compte. Et donc ce pilotage régulier, c'est la clé. Et effectivement, Arnest est un outil pour vous aider en cela et je vais laisser Ahmad vous en parler. Merci Fabien. Et donc, la mise en action, ou bien le plan d'action de l'entreprise s'effectue premièrement par l'identification de différents types d'actions et qui vont aider l'entreprise à guérir, à se protéger sur les sujets qu'on a vus avant avec Clémence, les sujets matériels. Les actions sont définies selon différents critères dans Harness, dont descriptifs,
l'appartenance à un périmètre de l'entreprise, le début et la fin, et donc le positionnement dans le temps, et finalement décomposé en tâches et par responsable. Ces éléments-là, Arnest les propose de les voir en deux visions. Premièrement, une vision macro sous la roadmap des actions qui va permettre de les suivre dans le temps. D'une manière concrète, ça va permettre à ces équipes, à ces parties prenantes concernées par ce plan d'action, de savoir à chaque moment qu'est-ce qui est fini, qu'est-ce qui reste d'ici la rentrée, d'ici la prochaine réunion mensuelle, de manière à pouvoir avoir un suivi régulier. Et pour les membres, pour les individus de l'entreprise qui seront impliqués d'une façon micro, on a une vision Kanban qui va permettre de s'organiser à l'interne de façon très simple. Chaque responsable d'action peut se connecter à la plateforme, créer une tâche, mettre à jour ses tâches, de façon à ce que la direction RSE ou la direction de l'entreprise tout court peut savoir d'une façon très simple où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui bloque entre une réunion et une autre. Je redonne la main à Clémence. Merci. Donc, pour rebondir un petit peu sur ce qui vous a été montré par Ahmad, la toute dernière étape, en fait, pour faire vivre son plan d'action, ça va être de pouvoir mesurer sa progression. Donc là, sur cette étape, on a deux grands objectifs. Déjà, c'est d'évaluer l'efficacité de vos actions ESG dans une démarche d'amélioration continue. Et d'autre part, de pouvoir communiquer vos résultats, votre engagement auprès de vos parties prenantes. Donc pour ça, vous aurez besoin de collecter de la donnée, évidemment, dans différents départements de votre entreprise, de pouvoir la consolider pour calculer vos indicateurs. Si vous souhaitez communiquer auprès de vos parties prenantes, en général, vous allez chercher à vous aligner sur un cadre de reporting, un référentiel existant. Et donc ça, comme vous avez été plusieurs à le souligner, il en existe beaucoup. Et donc, c'est un point qui peut être assez bloquant, qui peut vous perdre finalement dans cette multitude de référentiels. On pense par exemple déjà à la CSRD qui a fait beaucoup de bruit, qui est le cadre le plus récent. Il y a aussi les GRI par exemple qui font référence depuis plusieurs années. Il y a des cadres plus spécifiques, par exemple la TCFD pour le climat, son équivalent de la TNFD pour la biodiversité. Donc, on a vraiment une multiplicité des cadres et des référentiels, des cadres et des référentiels de reporting. Et c'est une étape qui peut être assez complexe pour collecter de la donnée qui soit alignée avec ces référentiels. D'autre part, il y a la question des volumes de données à traiter. Selon la taille de votre structure, ça peut être des volumes qui sont assez importants et qui peuvent ajouter de la complexité à cette étape. Donc, ça peut être très utile de vous faire aider par l'IA pour vous aider à consolider ces informations. Un point d'attention quand même là-dessus. Un point d'attention donc là-dessus, c'est qu'une revue humaine sera essentielle lors de la rédaction d'un rapport ou autre forme de communication pour vous assurer de la cohérence de l'ensemble et pour bien faire transparaître vos valeurs dans cette communication, notamment si vous rédigez un rapport que vous publiez pour communiquer autour de votre progression. Je vais laisser la main à Fabien pour vous illustrer donc comment un outil basé sur l'IA peut vous permettre de gagner du temps sur cette étape. Oui, merci Clémence. Donc pour prendre un peu de recul sur ce concept de données dans le cadre de la démarche ESG, déjà ce qu'il faut réaliser, c'est que les différentes étapes que nous avons mentionnées aujourd'hui, elles génèrent elles-mêmes beaucoup d'informations, mais elles nécessitent également beaucoup de données pour nourrir la réflexion et les décisions qui sont prises tout au long du chemin. Et ce qui va être intéressant, c'est que ces données qui sont rattachées au monde du pilotage, on va les retrouver également au cœur de la logique de reporting ESG de l'entreprise, que ce reporting soit réglementaire, Clémence a mentionné par exemple la CSRD, entre guillemets contrainte parce que sollicité, demandé par des acteurs externes de l'entreprise, ses investisseurs, ses banquiers, ses assureurs, ses donneurs d'ordre d'une manière générale, ou que ce reporting soit volontaire parce que l'entreprise s'aligne sur un certain nombre de référentiels et elle souhaite montrer à l'extérieur ce qu'elle fait pour améliorer les sujets environnementaux, sociaux ou de gouvernance.
Donc, dans Harnest, on va accompagner les entreprises dans la rédaction de leurs rapports, quels qu'ils soient. Et l'IA, effectivement, peut jouer différents rôles à différents endroits du processus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau d'Harnest, le rapport et la création des rapports part d'abord du choix et de l'utilisation d'un modèle. Un modèle, il peut être aligné sur un référentiel et donc là, en particulier, donc, à travers Harnest, on vous donne à disposition un certain nombre de, modèles qui sont rattachés à ces référentiels, qu'ils soient, plutôt réglementaires, qu'ils soient plutôt volontaires, qu'ils soient plutôt investisseurs et de manière régulière, on publie de nouveaux, référentiels, on supporte de nouveaux référentiels dans la plateforme. Ce qu'il y a par rapport à la remarque sur le cadre réglementaire, l'avantage de nous déléguer la charge de maintenance, quelque part, de ces éléments-là. Donc chaque année, on publie les nouveaux, modèles pour les aligner avec les éventuelles évolutions, des règlements. Mais ces modèles, ils peuvent être aussi personnalisés. L'entreprise peut se créer ses propres modèles pour répondre, une fois de plus, à sa démarche volontaire ou à des demandes spécifiques, de différentes parties prenantes. Dans tous les cas, les modèles vont faire référence à ce que nous appelons des points de données. Et ces points de données, ils sont soit quantitatifs, donc numériques concrètement, soit qualitatifs. Et c'est là où ça devient intéressant. Donc au sein de la plateforme, on a séparé ces deux éléments parce que par expérience, ils n'ont pas tout à fait la même fréquence, on va dire, le même cycle de vie, même si à la fin, tout ça se retrouve au sein du même rapport. Côté quantitatif, donc à travers Harnest, et Ahmad vous en parlera dans un instant, on fournit un ensemble de fonctionnalités pour permettre aux entreprises typiquement de sortir les échanges Excel de leur paradigme et vraiment réunir les acteurs de la collecte de données et d'indicateurs au sein de la même plateforme. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va aller chercher donc de la donnée qu'on va structurer en face de ces points de données dans Harnest. Mais ces points de données, l'information elle-même peut être le résultat de retravail de données brutes. Et c'est là où l'IA peut vous aider à obtenir les valeurs qu'on va mettre ensuite dans les bonnes cases. Côté qualitatif, on parle également de points de données narratifs. Ce qui va être intéressant, c'est qu'au sein d'Harnest, et à travers les modèles, on va donc identifier un certain nombre d'explications, de descriptions que vous devez fournir. Ce que nous faisons pour chacun des référentiels que nous supportons, on fait une revue de ces points narratifs et quand on estime que l'information peut déjà exister dans des documents de nos clients, on va leur associer des prompts. Et l'idée, c'est qu'à travers l'interface de reporting et de rédaction des points de données narratifs, Harness va vous permettre en un clic d'aller interroger votre base documentaire que vous aurez au préalable téléchargée ou téléversée dans Harnest et appliquer les prompts que nous avons préparés en amont pour vous proposer des réponses qui sont pertinentes en fonction des questions quelque part qui vous sont posées sur différentes pratiques et qui se répondent à travers des explications. Donc ça, c'est une utilisation de l'IA, une autre utilisation de l'IA interne à la plateforme et je vais laisser Ahmad vous illustrer mes propos. Merci. Peut-être juste pour revenir un cran en arrière pour faire le lien avec cette notion de pilotage et de mesure de progrès. Dans Harnest, chaque action, comme vous l'avez compris, est bien rattachée à des zéros, mais aussi à ces indicateurs quantitatifs, donc numériques, pour pouvoir mesurer le progrès des actions. La logique d'indicateur dans Harnest, on a adopté une logique de campagne de collecte d'indicateurs. Et donc, comme Fabien vous l'a expliqué, il est important et suggéré de se baser et s'appuyer sur les modèles déjà supportés dans Harnest, que ce soit des modèles de l'EFRAG, des investisseurs ou des modèles spécifiques à l'entreprise. Ce que cela permet, et encore une fois, comme l'a dit Fabien, c'est cette centralisation et réunion des indicateurs et des parties prenantes de collecte de données. Plus besoin d'Excel, plus besoin de différents fichiers d'un sujet à l'autre, d'une année à l'autre. Tout est centralisé dans ce dashboard, par thème, par équipe, selon le filtre que vous souhaitez, et dans la même plateforme que vous avez débuté cette démarche ESG. Le fruit de toute cette démarche sera finalement par ce rapport dont vous allez faire. Et chaque rapport dans Harnest est bien attaché à une campagne d'indicateurs. Les indicateurs ou les points de données quantitatifs
sont automatiquement reliés dans les sections respectives d'Arnest. Pareil, via des API, on peut tout simplement, de façon programmatique, ajouter des indicateurs que vous avez collectés ailleurs pour que ça soit centralisé dans Arnest. Et finalement, comme l'a dit Fabien, pour les points de données qualitatifs, donc narratifs, on vous propose de les rédiger directement dans la plateforme, encore une fois pour éviter le va-et-vient et d'intégration d'autres ressources. Tout est fait dans la plateforme avec un minimum de formatting nécessaire pour la rédaction. Peut-être pour conclure, la fonctionnalité IA ici, c'est, comme l'a dit Fabien, en un seul clic, on a développé des prompts qui vont permettre à l'IA d'éduquer votre data room, donc votre base de commentaires, et de proposer une réponse, soit par une réponse déjà présente dans des documents ou à travers une analyse simple. La réponse peut bien sûr être modifiable ou confirmée. Pour résumer sur Arnest, et comme vous l'avez vu, les différentes étapes de la démarche ASE sont centralisées et supportées dans la même plateforme. N'hésitez pas à laisser des questions dans le chat et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous pour une démo plus complète de la plateforme. Je redonne la main à Nicolas pour conclure. Merci, Ahmed. Du coup, oui, on voulait conclure sur un petit message. C'est vrai que ça peut parfois sembler incongru d'associer l'intelligence artificielle avec des démarches de type ESG, surtout à l'heure où on entend pas mal de débats, que ce soit en termes de responsabilité ou en termes d'environnement. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que bah, nous, ces problématiques, dans l'utilisation de l'IA, on les implique, que ce soit chez Ascend ou chez Zigo. C'est-à-dire que les outils que vous avez vus aujourd'hui, notamment, ne sont pas là pour remplacer l'humain, mais bien pour l'aider. Et surtout, ils ne sont pas là pour prendre des décisions à la place d'un être humain. Chaque information peut toujours être vérifiée par les personnes qui les saisissent. Nous, par exemple, dans nos XP, toutes les informations qui sont données par les personnes sont données volontairement. On ne va pas aller chercher des données sans l'accord des personnes. Chaque personne peut vérifier aussi ce qui est fait des données avec l'application. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes pour nous. Et on a également une utilisation qui est réfléchie pour l'utiliser sur des cas d'usage qui sont vraiment pertinents et qui ne vont pas simplement gaspiller de l'énergie et du temps, avec des logiques d'éco-conception aussi dans le développement de nos outils. Donc voilà, c'était important pour nous de clôturer aussi ce webinaire sur cette petite notion qui nous semble tout de même importante. Avant de finir, on a un sondage également à vous proposer. Donc, c'est donc la question où en êtes-vous dans l'utilisation de l'IA pour structurer ou piloter votre démarche ESG? Donc, n'hésitez pas, comme l'a dit Clémence, les sondages sont disponibles dans la partie gauche de votre écran sur l'onglet sondage ou polls en anglais. Donc, n'hésitez pas à aller voter dessus pour donner vos réponses. Donc, je vois qu'il y a les premiers votes qui arrivent. Les autres participants, n'hésitez pas à participer. Donc, on voit qu'il y a quelque chose d'assez nouveau pour pas mal de personnes. Pendant que les personnes répondent, il y a eu quelques questions dans le chat. Je vais juste me permettre d'y répondre à nouveau à l'oral sur certaines et éventuellement je laisserai la parole aux personnes d'Ascend s'il y en a sur lesquelles vous souhaitez ajouter des choses. Il y avait une question notamment sur le nombre d'utilisateurs qu'on pouvait mettre dans notre application NoAXP. Donc, comme je le disais dans le chat, vous n'avez aucune limitation en fait dans le nombre de personnes que vous pouvez interroger. J'ai ajouté également qu'il n'est même pas nécessaire pour répondre à un assistant NoAXP de disposer d'un compte dans l'application, puisque vous pouvez envoyer des liens aux personnes extérieures qui n'ont pas de compte pour qu'ils puissent répondre en toute anonymité. Donc, on ne leur demande pas de données personnelles et on ne va pas chercher de données personnelles sur eux, ce qui vous permet vraiment d'aller chercher un maximum d'informations. Et l'autre question qui concernait NoAXP, c'était est-ce que l'outil est seulement en français? Donc, l'outil est également en anglais. Là, je vous ai présenté la version française. Il est tout à fait possible d'échanger et d'avoir des interactions en anglais avec cet outil.
Et il y avait une question sur la démarche ESG. Comment vous garantissez-vous que l'IA ne biaise pas les résultats? Alors, je ne sais pas si Ahmad, par rapport à votre outil Harness, tu souhaites répondre à cette question-là? Pardon, je peux apporter une réponse pour commencer assez générale sur la démarche et vous laisser préciser après chacun sur vos outils. Je pense que ça fait bien le lien avec cette dernière slide qu'on vous présente. En fait, c'est un peu le sujet de notre approche et de nos préconisations, justement d'aller utiliser l'IA uniquement sur déjà des tâches où elle a une valeur ajoutée et qui sont voilà, très répétitives, où il n'y a pas forcément une réflexion stratégique derrière. C'est un peu nous, voilà, ce qu'on recommande, de garder les arbitrages stratégiques et les sujets de réflexion pour l'être humain, pour éviter justement les erreurs ou les biais intrinsèques à l'IA. Mais je vous laisse préciser chacun avec des exemples plus concrets sur vos outils. Je vais répondre dans la perspective d'Harness. Donc déjà, je vais en profiter pour préciser que Harness également est disponible en anglais. Nous, en l'occurrence, les cas d'usage qu'on a de l'IA et qui s'inscrit dans cette logique raisonnée dont parlait Nicolas tout à l'heure, elles sont utilisées dans des cas de suggestion à l'humain. Donc je dirais que la question de l'insertion d'un biais, le risque est minimisé par le fait que ce soit à travers la bibliothèque où on fait des suggestions qui vont ensuite être quelque part validées, amendées à travers notamment la mobilisation des parties prenantes, ou même dans la proposition qui est faite pour les différents points de données narratifs, on est systématiquement dans une logique de supervision humaine. Donc a priori, c'est pas quelque chose qui est un risque fort de notre côté. Et je voudrais aussi rebondir sur une question qui faisait référence aux commissaires aux comptes. Donc, est-ce que vous avez présenté votre outil à des commissaires aux comptes dans cette éventualité? Quels ont été leurs commentaires? Donc, nous, on a accompagné des clients dans le cadre de la CSRD qui ont été audités et on a eu des très bons retours puisque là, aujourd'hui, on montrait quelques éléments de la plateforme, mais il y a toute une logique de traçabilité et de support d'audit que nous mettons à disposition au sein de la plateforme, qui permet, et notamment pour la collecte de données numériques, elle permet d'exposer aux auditeurs les éléments qui ont amené chacune des valeurs des différents indicateurs. Donc, par exemple, on va avoir cet espace de description de la méthodologie, des hypothèses qui ont été prises, du niveau de confiance, de l'intégration ou pas de données de la valeur de la chaîne de valeur. Et puis, l'ensemble des modifications qui est fait dans la plateforme est tracé. C'est-à-dire qu'on sait à tout moment qui a validé quelque chose, qui a modifié quelque chose, etc. Et donc, on a eu de très bons échos par rapport à ça. Sur la partie évaluation de la double matérialité, c'est un petit peu la même logique, donc les mêmes fonctionnalités s'appliquent. Et en plus, nous, on a vraiment créé la plateforme sur la base des bonnes pratiques telles qu'elles ont été édictées par les FRAG et qui se retrouvent donc notamment dans la CSRD, qui, même si aujourd'hui son périmètre a été restreint, reste une référence en termes de bonnes pratiques, puisqu'elle a été pensée de manière très large. Et donc là, de la même façon, on va permettre aux entreprises de créer un ensemble d'éléments de preuve en rattachant des documents, etc., qui sont plébiscités par les personnes en charge de l'audit. Je me suis permis de partager l'écran juste pour illustrer, Fabien, ce que tu disais. Ici à droite, il y a la trace des documents, des audits et des notes aussi pour les membres de l'équipe. On a une question également, je pense plutôt de votre côté chez Ascend. Je reviens sur un aspect finance, mais j'aimerais savoir si on peut lier les actions à des budgets ou encore à des objectifs financiers. Ouais, c'est vrai que c'est une très bonne question. Donc, droit dans la lignée de ce que je venais d'expliquer, quand on regarde les demandes qui étaient faites dans le cadre de la CSRD pour ce qui est de la description des actions, les éléments financiers faisaient en effet partie des attendus. Donc nous, aujourd'hui, on est aligné là-dessus. Donc on permet pour chacune des actions d'identifier en montant les CAPEX et OPEX en les annualisant, c'est-à-dire en les répartissant dans le temps pour chacune des actions. Et on permet également, il y a un espace de description des ressources
qui sont allouées aux actions. Cette partie est plus descriptive, mais elle permet effectivement d'identifier du coup les moyens qui vont être mis à disposition de la réalisation des actions, sachant qu'ensuite, les acteurs internes, eux, comme Aman nous l'a montré, ils peuvent être identifiés comme responsables de tâches et ainsi de suite. Et donc là, c'est une autre partie je dirais de gestion des ressources autour des actions. Exactement. On a une question. Est-ce que vous proposez une méthodologie compatible avec la CSRD? Donc pareil, encore une fois, je pense que je peux répondre de façon un peu générale sur notre démarche et que chacun peut compléter un petit peu les fonctionnalités sur ces outils. Donc nous, chez Vigo, oui, on va s'aligner sur le cadre de la CSRD en termes de méthodologie. On va faire en sorte d'être aligné avec ça. Ensuite, on va pas forcément aller dans un reporting réglementaire CSRD avec chaque client, évidemment, en fonction de ses obligations et de sa propre volonté. Mais l'idée, c'est quand même de s'aligner sur cette méthode qui est très structurée, très cadrée, aussi pour pouvoir capitaliser sur le travail qui va être fait cette première année pour éventuellement, dans les années suivantes, évoluer sur un reporting CSRD en fonction voilà, de l'ambition du client. Oui, pour compléter ce que tu dis, Clémence, nous, d'un point de vue plateforme, de la même chose, on a souvent nous coutume de dire qu'on est né de la CSRD et qu'on a ensuite évolué et on s'est ouvert, je dirais, on s'est presque démocratisé à tout type de besoin autour du pilotage et du reporting ESG. Mais c'est vrai qu'à la base, notre plateforme a été imaginée pour s'aligner complètement avec ce texte. Et j'y ai fait mention à différents moments dans mes interventions, c'est que finalement, la CSRD, il lui arrive ce qui est en train de lui arriver et on sent bien qu'elle va encore évoluer dans les années qui viennent. Mais ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est d'avoir établi un cadre, un framework pour utiliser un anglicisme, qui définit des bonnes pratiques qui sont aujourd'hui applicables par beaucoup d'entreprises, même si c'est de manière un tout petit peu plus légère. Il n'empêche qu'elle donne et trace une route qui est très intéressante et que nous supportons dans. Je crois que nous avons fait le tour des questions. Je pense que c'est bon. Clémence, tu veux conclure je l'ai commencé, je te laisse dire le mot de la fin et dire au revoir. Alors du coup, ouais, je pense on vous a un peu montré comment est-ce que nous, on approchait la construction d'une démarche ESG et surtout que l'IA peut vous aider dans la plupart de ces étapes, mais malgré tout que c'est nécessaire de garder côté intelligence humaine, on va dire, un certain nombre de points stratégiques et de points clés. Donc, on espère que ces démonstrations concrètes des différents outils qui vous ont été proposés vous ont permis d'y voir un petit peu plus clair sur des cas d'usage d'utilisation de l'IA, que ça va vous aider à vous lancer dans une démarche ESG si ce n'est pas déjà fait, ou alors à aller plus loin dans cette démarche. Et puis, on reste à votre disposition si vous avez des questions complémentaires, des remarques sur ce webinaire. N'hésitez pas. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.